L'escalier. C'était l'escalier qui me tuait. Quand je montais les 16 marches pour aller dans ma chambre, je devais m'arrêter au moins 2 fois. Mon cœur, il faisait n'importe quoi, comme un tambour qui tape trop fort et qui n'arrive plus à suivre la musique. J'avais 71 ans, et la vie, je l'avais passée à coudre. 50 ans de mon existence, dans cet atelier minuscule près de Lyon, à faire des ourlets, à reprendre des vestes et à coudre des robes de mariée. J'avais la force dans les mains, mais mon dos, il criait justice. Les médecins, eux, ils n'écoutaient ma pas. Ils regardaient la soie à la montre. « C'est l'âge, Madame Monique. » Ils disaient ça avec une petite tape sur l'épaule. « Un peu d'exercice, du magnésium, et tout ira bien. » Ils ne regardaient pas mes chevilles, qui étaient devenues des sacs d'eau. Ils ne voyaient pas ma toux la nuit. Une toux sèche qui me tirait des poumons et qui me forçait à dormir presque assise, avec 3 oreillers empilés derrière la tête. Sinon j'étouffais. J'appelais ça la toux mousseuse, sans savoir pourquoi. Je pensais juste, on n'a plus 20 ans, c'est normal d'être fatigué. Je me disais que je buvais trop d'eau avant de me coucher, parce que je devais me lever 4 ou 5 fois pour aller aux toilettes. Mais ce n'était pas l'eau, c'était mon cœur qui lâchait. Cette maison, c'était tout pour moi. Je l'avais payée sou par sou, avec l'argent des robes. Elle sentait le savon de Marseille et la lavande séchée. C'était le seul héritage que j'avais à donner, l'unique chose qui me restait de ma vie d'avant. Et ça me tient à cœur, cette maison. C'était mon rempart, ma forteresse. Sophie, ma fille, venait me voir tous les dimanches. Elle venait avec Marc, son mari. Marc avait des problèmes, des dettes, des affaires mal faites. Je voyais la façon dont leurs yeux se posaient sur le carrelage ancien de ma cuisine, sur les poutres en bois du plafond. Ils ne voyaient pas la maison, ils voyaient de l'argent. « Maman, cette maison est trop grande, trop d'entretien. Vous devriez vendre. On pourrait vous mettre dans une résidence moderne, » disait Sophie, avec un sourire qui n'arrivait jamais jusqu'à ses yeux. Je me raccrochais à l'idée qu'elle se faisait du souci pour moi. Mais la pression était là, froide, persistante. J'avais cousu jour et nuit pour que Sophie ait la meilleure éducation, le plus beau mariage. Et maintenant, je sentais leur impatience. C'était comme si j'étais un arbre mort qu'ils attendaient d'abattre. Il y a 6 mois, quand j'ai commencé à être vraiment malade, Sophie a eu cette idée de m'aider. « Je vais vous préparer tous vos repas, maman. Des plats sains, sans sel, pour votre cœur. Je m'occupe de tout, » avait-elle dit. Elle avait l'air si gentille, si dévouée. Elle m'apportait des soupes épaisses, des ragoûtiers de légumes, des purées bien assaisonnées d'herbes. Au début, j'étais reconnaissante. C'était un poids en moins. Mais très vite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Dehors, dans le jardin, j'arrivais à marcher mes 30 minutes. Mais après avoir mangé les plats de Sophie, la fatigue devenait extrême. J'avais les jambes lourdes, comme du plomb. Mes chevilles gonflaient tellement que je ne pouvais plus mettre mes vieilles pantoufles. Et la nuit, cette toux revenait, plus forte que jamais. Le corps parle, même quand on ne veut pas l'écouter. J'ai commencé à noter dans mon petit carnet bleu. Le lundi midi, soupe de légumes. Après-midi, horrible, cœur à 200 à l'heure. Le mardi soir, poulet et riz, préparé par elle. Tout nocturne, à ne plus respirer. Le mercredi, j'ai mangé juste une biscotte que j'avais cachée et un peu de fromage de chèvre. Ce soir-là, ma respiration était beaucoup plus calme. C'était une drôle de coïncidence, une coïncidence bien trop souvent répétée. Je me suis dit, « Monique, tu deviens folle. C'est ta fille. Tu as un cœur fatigué, c'est tout. Elle te prépare des plats sans sel. C'est peut-être ça qui te manque ?» J'ai vu Sophie un jour dans la cuisine. Elle préparait une grande casserole de soupe. Quand je suis entrée, elle a sursauté et elle a rapidement remis dans le placard, très vite, un grand pot en verre, noir,
que je n'avais jamais vue. Elle l'a fermée à clé. « Qu'est-ce que tu cachais, Sophie ?» Elle a ri. Elle a dit une chose simple et jolie. « Rien, maman. Juste mes affaires d'aromathérapie. Je ne veux pas que vous les preniez par erreur. C'est dangereux. » Elle parlait si doucement. Elle avait dit que ce pot était plein d'huiles essentielles, des choses chères. Mais pourquoi le fermer à clé si c'était juste des huiles? Ma méfiance a grandi, goutte après goutte, comme l'eau qui s'infiltre lentement dans les fondations d'une vieille maison. Il y a eu l'épisode du cardiologue. J'avais pris rendez-vous avec un nouveau médecin à Lyon, un spécialiste. Je n'avais rien dit à Sophie. Mais le lendemain, le cabinet m'a appelée. « Madame Monique, votre fille, Sophie, a appelé. Elle a dit que vous aviez annulé votre rendez-vous de la semaine prochaine. » Annulé? Je n'avais rien annulé du tout. Quand j'ai demandé à Sophie, elle a fait la surprise. « Oh, maman, vous m'aviez dit que vous vous sentiez trop faible pour y aller. Vous ne vous souvenez plus? J'ai voulu vous épargner l'effort. » La façon dont elle avait dit « vous ne vous souvenez plus » m'a fait froid dans le dos. Elle voulait me faire douter de ma tête, avant de me faire douter de mon corps. Un après-midi, j'étais dans mon vieux fauteuil dans le salon. J'ai entendu Marc parler fort au téléphone dans le jardin, près du cabanon où il rangeait ses outils. « Écoute, il faut que ça aille plus vite. On parle de 400 000 €. Et cette vieille bique, elle traîne. Il faut qu'elle signe cette procuration pour la maison avant l'hiver. » Il était furieux. J'ai fait semblant de tousser très fort pour qu'il s'arrête. Quand il est rentré, il était tout souriant, mais ses yeux étaient en froid. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis montée au grenier. J'ai fait semblant de chercher ma vieille boîte à couture, celle que j'utilisais pour les finitions des robes de mariée. Je me suis penchée vers la petite lucarne. Ils étaient assis sur le banc, en pierre, dos à moi. Marc chuchotait, mais la lucarne portait le son. Sa voix était pleine de frustration. « Je t'avais dit qu'il fallait y aller plus fort. Elle traîne. L'assurance vie ne vaut rien tant qu'elle est là. Elle a même parlé d'un nouveau cardiologue à Lyon la semaine prochaine. Tu dois l'annuler. » Je me suis agrippée au rebord de la fenêtre, le cœur battant un rythme de panique absolue. Annuler le médecin? Pourquoi? J'ai entendu Sophie. La phrase qu'elle a prononcée a été plus froide que n'importe quelle douleur cardiaque. Elle a murmuré, avec une voix lisse, sans amour, juste de l'avidité. Elle ne me parlait plus comme à sa mère, mais comme à un obstacle sur sa route. « Calme-toi, ces petits soucis de cœur vont bientôt être permanents. J'ai tout arrangé dans sa cuisine comme prévu. Un peu plus de patience et la maison sera à nous, sans qu'elle ne comprenne jamais rien. » Le murmure de Sophie m'avait cassé en 2. Pas un murmure de peur, non. Un murmure de fer, plein d'argent et de haine. Ces petits soucis de cœur vont bientôt être permanents. Je suis restée accrochée à la lucarne, là-haut dans le grenier, jusqu'à ce que mes mains soient froides. J'avais 71 ans. J'avais passé ma vie à coudre l'amour. Et voilà que mon enfant, mon unique chair, était en train de me coudre mon linceul. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus le droit d'être faible. Phase 1. La méfiance s'installe. Je suis redescendue, très lentement, faisant beaucoup de bruit exprès avec mes pieds. J'ai feint la fatigue la plus profonde. J'ai mis ma main sur ma poitrine, faisant des petits gémissements. Ils m'ont regardé et ils ont souri. Marc et Sophie. Ils ont vu ce qu'ils voulaient pas voir. Une vieille femme brisée. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai joué la comédie. Le matin, quand Sophie m'apportait ma soupe, je la remerciais d'une voix faible. Quand elle quittait la pièce, je prenais mon petit carnet bleu. J'y écrivais la date et l'heure. Puis, je prenais un petit verre de la soupe. Je la goûtais. Elle était bonne, pleine d'herbe, bien consistante. Mais mon palais, habitué aux saveurs simples, me disait que quelque chose clochait. Il y avait un goût de trop,
une sorte de sensation amère sous la langue. Je ne la mangeais pas. Je ne pouvais pas la jeter dans la poubelle de la cuisine. Sophie regardait toujours. J'ai trouvé une solution. J'ai mis les restes dans un sac plastique et je suis allée discrètement au fond du jardin, près du tas de compost. Je me suis dit, c'est pour la terre, ça fera de l'engrais. Mon estomac se serrait quand je voyais la bonne nourriture ainsi gaspillée. Je mangeais le moins possible. 2 biscottes, un bout de fromage frais que j'avais caché. Je buvais de l'eau minérale. Le résultat fut immédiat. Mon corps, il parlait, comme on dit. Le lundi soir, quand j'ai jeté la soupe, j'ai dormi 2 heures sans tousser. 2 heures d'affilée. C'était un miracle. La toux mousseuse qui me rongeait la nuit, elle s'était calmée. Je n'avais pas eu besoin de me mettre assise avec 3 oreillers. Le mardi, j'ai marché mes 30 minutes dans le jardin. Mes jambes étaient lourdes, mais pas comme du plomb. Mes chevilles étaient encore gonflées, bien sûr. Mais elles n'étaient pas des sacs d'eau. J'ai regardé mes notes dans le carnet bleu. Tous les jours où j'avais mangé leur plat, mes chevilles enflaient. Tous les jours où je ne mangeais presque rien, le gonflement s'atténuait. C'était la preuve silencieuse, celle que mon corps me donnait, que les médecins n'avaient pas écoutée. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à comprendre. Je ne pouvais plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une seule personne que je connaissais depuis 40 ans. Phase 2. L'allié improbable et le sel caché. Madame Dubois habitait la maison d'à côté. C'était une femme à la retraite. Elle avait été infirmière libérale pendant 30 ans. Elle avait l'œil pour les gens. Elle voyait tout. Un mercredi après-midi, elle est venue me voir. Elle tenait une tarte aux pommes. « Monique, j'ai vu votre Sophie. Elle est toujours aussi gentille. Mais dites-moi, le compost, il est plein de bonnes soupes ces derniers temps ?» Mon cœur a fait un bond. Elle m'avait vu jeter la nourriture. Elle est entrée. Elle a regardé mes jambes, sans que je lui demande. Elle a posé sa main sur ma cheville. L'œdème, il est fort, ça c'est certain. Et vous êtes très essoufflé. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai fermé la porte à clé. J'ai pleuré un peu, juste 1 minute. Puis je lui ai tout raconté. Le grenier, le murmure, l'argent, l'annulation du médecin. J'ai montré mon carnet bleu avec mes notes sur ma toux et la fatigue. Madame Dubois est restée silencieuse. Elle a pris mes mains. « Monique, vous n'êtes pas folle, votre fille. Elle vous empoisonne, c'est vrai, mais pas avec un poison rapide qu'on trouve dans les romans. Elle utilise le poison le plus simple, le plus vicieux, et le plus légal pour épuiser un cœur déjà faible. » J'ai murmuré. « Le sel ? Elle dit qu'elle fait sans sel. »« Elle vous ment, » a coupé Madame Dubois. « Elle met des tonnes de sel, mais elle le cache. Avec quoi ? » Je me suis souvenu de la soupe, des ragoûts, des herbes fortes, de la tomate concentrée, parfois un peu de sucre. « Exactement, » a dit Madame Dubois. « L'excès de sel, c'est du sodium pur. Le sodium, il fait quoi ? Il retient l'eau dans le corps. Vous avez vu vos jambes ? Ce sont des sacs d'eau. Cette eau, elle remonte. Elle doit bien aller quelque part. Elle surcharge votre cœur. Votre cœur travaille 100 fois plus pour pomper cette eau. C'est pour ça que vous toussez la nuit. L'eau remonte dans vos poumons. C'est la fameuse toux mousseuse. Elle vient de là, Monique. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tout s'est éclairé dans ma tête. Ma nicturie, le fait de me lever souvent la nuit, n'était pas dû à trop d'eau bue, mais à mon corps qui luttait pour évacuer l'excès de sel et d'eau quand j'étais couchée. « Et la fatigue, » a continué Madame Dubois. « Elle vient de là aussi. Le cœur s'épuise. Il n'arrive plus à faire son travail. Votre cœur fait n'importe quoi, et votre tension artérielle, elle doit être au plafond. » Elle avait raison. Les médecins m'avaient dit, ne dépassez pas les 2000 mg de sodium par jour. Marc et Sophie utilisaient cette information pour me tuer. Ils me donnaient à l'inverse. À mon âge, on voit les choses autrement. On apprend que parfois,
La gentillesse est le masque du diable. On ne peut pas appeler la police sans preuve solide, Monique, a dit Madame Dubois, sa voix redevenant celle d'une professionnelle. Il faut des preuves. Et il vous faut une contre-attaque. Il faut que vous deveniez plus forte qu'eux. Et plus vite. Madame Dubois m'a donné une petite machine, un tensiomètre électronique. On va mesurer votre tension, chaque jour, et on va prendre des photos de vos jambes. J'ai mesuré le choc, 170/100. C'est trop haut, Monique. C'est beaucoup trop haut. J'ai senti une rage froide et nette monter en moi. J'allais me battre. Pour ma vie, pour ma maison et pour l'honneur de la mère que j'avais été. Phase 3. La confirmation et l'urgence. Monique s'est organisée. Je devais trouver une preuve irréfutable de la quantité de sel. Mais surtout, je devais faire quelque chose pour ma tension. J'ai continué à faire semblant d'être faible. Sophie m'apportait des purées jaunes, très appétissantes. Elle me disait « Maman, vous avez l'air fatiguée. J'ai mis plus d'épices. Ça vous donnera de la force. » J'ai pris une cuillère de cette purée. J'ai mis le reste dans une vieille boîte de Tupperware et je l'ai mise dans le cabanon du jardin. J'ai fait des petites étiquettes, écrites à la main. Repas de Sophie, lundi 18 mai. Je faisais mes propres analyses. J'ai trouvé la clé. Le placard que Sophie fermait à clé dans la cuisine. Elle disait que c'était son aromathérapie. J'ai réussi à prendre une empreinte de la serrure, avec de la pâte à modeler, que j'avais pour réparer une vieille poupée. J'ai demandé à Madame Dubois d'aller voir son voisin serrurier, un homme discret qui devait me faire une copie. Quand je suis entrée, seule, dans le placard verrouillé, j'ai vu. Ce n'était pas des huiles essentielles, c'était un gros sachet blanc, étiqueté en anglais. Potassium chloride. Madame Dubois m'avait prévenue. Elle m'avait dit que le potassium chloride est souvent utilisé dans les substituts de sel pour les régimes. Mais si l'on en met trop, surtout avec des problèmes rénaux, que les médecins n'avaient certes pas encore diagnostiqués chez moi, mais que l'excès de sodium avait probablement commencé. C'est un poison pour le cœur. Ça dérègle tout. Il y avait aussi des pots de conserve, des bocaux de légumes, déjà préparés, mais avec une couche blanche, granuleuse, au fond. Le sel, l'ennemi. J'ai pris des photos avec le téléphone de Madame Dubois. Tout était là. Le plan de ma fille pour me faire mourir d'un arrêt cardiaque, déguisé en bonne intention diététique. La douleur était physique, plus forte que toutes les crises d'essoufflement. Ce n'était plus ma fille, c'était un monstre avide qui avait pris son corps. J'ai senti le lien se couper. La mère en moi est morte ce jour-là, et l'urgence a sonné. Marc est venu le lendemain, sans Sophie. Il était froid, pressé. « Monique, on a besoin de signer aujourd'hui, sans faute. Le notaire veut le chèque. On a annulé votre rendez-vous pour la résidence. On a trouvé un meilleur plan. Maintenant, il faut signer pour l'incapacité. » Incapacité? Il vous laisse me faire signer que j'étais folle. « Je ne me sens pas très bien, Marc, » ai-je marmonné, faisant trembler ma main. « Vous n'avez pas le choix, » a-t-il dit, posant un gros stylo sur la table. Il a vu que je toussais un peu, et il a souri. C'était l'expression la plus cruelle que j'ai jamais vue sur le visage d'un homme. J'ai réussi à gagner 24 heures. Demain, Marc, je suis trop faible. Je dois me reposer. J'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai toussé un peu plus fort. Il a hésité. Il a vu mes yeux qui se fermaient. Il a cru que j'étais au bord du gouffre. Bon, d'accord, demain. Mais demain, c'est fini. On signe avant midi. Il est parti. Il me restait une seule soirée et une seule nuit pour me préparer. On n'est jamais trop prudent. J'avais toujours dit ça quand je faisais des doubles coutures sur les robes. Maintenant, je devais l'appliquer à ma propre survie. Phase 4. La victoire silencieuse et la préparation du piège.
J'avais 24 heures pour me donner de la force et m'assurer qu'ils tombent dans le piège. J'ai appelé Madame Dubois. J'ai dit « Demain midi. Maître Vianney doit être là. Et la police. J'ai toutes les preuves. » En attendant, je devais guérir. J'avais besoin que ma tension baisse. Une tension de 170/100 était un danger de mort imminent. Madame Dubois m'avait donné les instructions simples, celles que les médecins n'avaient pas le temps d'expliquer. Elle m'avait dit « Les médicaments agissent sur le long terme. Mais vous, Monique, vous avez besoin de résultats immédiats. Vous allez faire des exercices de respiration. C'est le nerf de la guerre. » Elle m'avait expliqué la technique simple, la respiration 4-4-4-4. Le soir même, j'étais assise sur mon fauteuil, la lumière éteinte. Je prenais ma tension, 172/102. Horrible. J'ai mis la main sur mon ventre et j'ai commencé, comme elle m'avait dit. 4 secondes pour inspirer doucement, faire gonfler le ventre. 4 secondes pour retenir l'air. 4 secondes pour expirer lentement par la bouche. Et 4 secondes de pause avant de recommencer. J'ai répété l'exercice, juste 2 minutes. Ce n'était rien, 2 minutes. J'ai repris l'appareil. 154/92. Mon cœur a fait un bond, mais cette fois, c'était un bond de joie, pas de peur. 18 points de moins sur la première mesure. 10 points de moins sur la seconde. Je l'avais fait moi-même, sans médicaments. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé la formule magique, le secret de la vie que Marc et Sophie voulaient pas m'enlever. J'ai refait l'exercice 3 fois dans la soirée, en buvant de l'eau claire, très lentement. Le lendemain matin, mes chevilles avaient dégonflé d'un tiers. J'ai pris une photo de mes pieds, sans mon œdème. Je l'ai noté. Jour 2 sans repas, Sophie. Cheville normale, à 80%. J'avais récupéré ma vie en 2 jours de discipline. J'ai envoyé les photos et mes notes à Maître Vianney. Ensuite, j'ai commencé ma mise en scène. J'ai mangé juste un œuf très salé que j'avais préparé pour Marc, mais j'ai fait semblant de le manger moi-même. J'ai remis de vieilles pantoufles trop serrées pour que mes pieds aient l'air gonflés quand même. J'ai mis un peu de poudre blanche sous mes yeux pour paraître encore plus malade. Je voulais qu'ils me croient mourante, juste avant l'heure fatidique. Marc et Sophie sont arrivés à 11h40. Ils étaient en costume, tirés à 4 épingles, prêts à enterrer la mère pour récupérer la maison. Marc tenait les documents de l'assurance vie et le formulaire d'incapacité. Il souriait trop. Sophie était tendue, mais elle avait le regard brillant de l'avidité. J'étais assise à ma place habituelle, dans le fauteuil près de la fenêtre. Je toussais doucement. Ma tension était basse, 138/83, mais j'ai fait semblant de trembler. « C'est fait, Monique !» a dit Marc, triomphant. « Juste une signature rapide. Après, on s'occupe de vous mettre au repos. » Il a posé le stylo sur la table. Mon cœur battait tranquillement. J'avais mon plan. Je n'ai pas pris le stylo. Au lieu de cela, j'ai posé, juste sous ses yeux, un autre document, beaucoup plus fin et plus officiel, directement sous le nez de Sophie. « Avant de signer pour la vente, Sophie, il y a quelque chose que nous devons discuter concernant cette autre propriété. » Ai-je dit, ma voix soudainement claire et ferme. C'était une convocation officielle de la police de Lyon, déposée la veille au soir par Maître Vianney, juste après l'envoi des photos de mes chevilles dégonflées. L'air s'est figé. J'avais gagné la bataille du temps, et celle du cœur. Et l'enregistreur que Madame Dubois m'avait donné, caché sous la table, enregistrait déjà le silence qui précédait l'orage. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Le mercredi suivant, 12h moins 20. Le salon sentait encore légèrement la lavande, mais l'air était chargé d'électricité. J'étais assise dans mon fauteuil habituel, mon corps jouant la partition de la femme mourante. Marc et Sophie se tenaient minces devant moi. Marc, dans son costume neuf,
tenait le formulaire d'incapacité, son visage rayonnant d'une cupidité à peine contenue. Sophie, plus pâle, tentait de paraître compatissante, mais ses yeux ne faisaient que calculer l'heure de la signature. « C'est juste une formalité, maman. On s'occupe de tout, » murmura Sophie, sa voix douce et fausse. Marc posa le stylo sur la table, juste au-dessus du document d'incapacité. Je ne pris pas le stylo. J'avais mon plan. J'ai glissé le papier sous le nez de Sophie. C'était la convocation officielle. Avant de signer pour la vente, « Sophie, il y a quelque chose que nous devons discuter concernant cette autre propriété. » Ai-je dit ? Ma voix, que je voulais tremblante, était sortie forte et claire. Le sourire de Sophie se figea. Marc ramassa la convocation. En voyant le sceau de la préfecture de Lyon, il devint gris. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ?» siffla Marc, cherchant désespérément un signe de ruse. Avant qu'il n'ait là le temps d'articuler une autre phrase, la porte s'ouvrit. Madame Dubois entra la première, suivie de Maître Vianney, mon avocat, que Marc et Sophie ne connaissaient puis pas. Derrière eux se tenait un homme grand et silencieux, en civil, mais dont la posture annonçait l'autorité. Le lieutenant Dujardin, de la police judiciaire. Le choc les frappa de plein fouet. Marc laissa tomber la convocation. Sophie s'accrocha au dossier de la chaise. Je, qui étais entrée en traînant mes pieds dans mes vieilles pantoufles trop serrées, redressai brusquement mon dos. Je me levai, jetant le lourd coussin que j'avais utilisé pour masquer ma posture droite. J'ai marché vers eux, sans la moindre hésitation, mon pas ferme, faisant vibrer le vieux parquet. Le silence fut absolu. Je n'étais plus la vieille femme brisée. J'étais Monique, la couturière, qui n'avait jamais raté une couture. J'ai regardé Marc, puis ma fille. Mon regard était vide de la tendresse maternelle. « Ce n'est pas une blague, Sophie. » ai-je dit. « C'est la réalité que vous avez tenté de me cacher. » Maître Vianney, l'air grave, a avancé. J'ai posé le petit enregistreur numérique que Madame Dubois m'avait donné. Un objet noir, discret, sur la table en acajou. « Nous allons commencer par la preuve d'intention, » dit Vianney. Il activa l'appareil. La voix de Marc, rauque et impatiente, emplit la pièce, claire et inconfondable. Elle ne tiendra pas plus d'une semaine. Le notaire sera prêt pour l'argent de l'assurance vie. 400 000 € et la maison sera à nous. Fais-la signer ce papier d'incapacité maintenant, pendant qu'elle tremble encore. Un silence de mort. Le lieutenant Dujardin hocha la tête, confirmant qu'il avait bien entendu. Sophie portait ses mains à sa bouche, ses yeux paniqués ne quittant plus le sol. « Vous voyez, » ai-je repris. Ma voix était gelée. Vous ne vouliez pas seulement que je signe, vous vouliez que je tremble. J'ai ouvert la grande enveloppe que j'avais apportée. J'en ai sorti les photos prises par Madame Dubois. « Ensuite, la méthode, » dit Maître Vianney, présentant les clichés. « Voici les preuves visuelles. Les bocaux de soupe surchargés de sel cachés dans le placard verrouillé. La poudre blanche, étiquetée chlorure de potassium, que Madame Sophie utilisait pour dérégler le métabolisme de sa mère, profitant de ses problèmes cardiaques existants. » Marc se jeta sur la table, tentant de récupérer les photos, mais le lieutenant Dujardin le retint par le bras, fermement. « Vous dites que c'est mon aromathérapie, » cria Sophie, reprenant ses esprits dans un sursaut de défense. « L'aromathérapie, » j'ai répondu doucement, « n'a jamais fait gonfler mes jambes comme des sacs d'eau. » Madame Dubois s'est avancée, posant une liasse de documents sur la table. « Passons à la preuve physique, » annonça-t-elle, reprenant son ton d'infirmière. L'excès de sodium a provoqué chez Madame Monique une rétention d'eau sévère, surmenant son cœur. Son corps parlait. Sa tension artérielle, mesurée par mes soins, atteignait 170/100. Un danger de mort imminent.
Elle pointa ensuite le rapport le plus récent. Pourtant, en seulement quelques jours, dès qu'elle a cessé de consommer les plats préparés par sa fille, et en utilisant des exercices de respiration simples, sa tension est tombée à 138 sur 83. Madame Dubois a brandi mon carnet bleu et les photos de mes pieds sans œdème. La vitesse de la récupération prouve que les symptômes étaient la provoqués, et non pas naturels. Marc, vaincu, s'assit lourdement. Sophie, comprenant qu'elle était totalement piégée, se leva. Ses larmes étaient en réel, mais leur origine était la peur, non le regret. « Maman !» cria-t-elle, s'approchant de moi dans un dernier acte de manipulation. « Je suis ta seule fille. Pense à l'honneur de la famille. Tu vas vraiment me faire ça pour un malentendu sur le sel? On allait te mettre dans une belle résidence. » J'étais désespérée par les dettes de Marc. Je la regardais, mes yeux aussi secs que le désert. La tristesse s'était dissipée, remplacée par une dignité de granit. « Ma fille », dis-je d'une voix ferme, sans trembler. « Celle que j'ai élevée à coups de fil et d'aiguille, celle pour qui j'ai cousu 40 ans de ma vie pour que tu aies le meilleur, est morte le jour où elle a vu dans sa mère un obstacle de 400 000 €. Vous n'êtes plus mon sang. Vous êtes une étrangère. » Elle fit un pas en arrière, frappée plus durement par ces mots que par la main d'un policier. Le lieutenant Dujardin a avancé vers Marc. « Monsieur Marc, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide qualifié, complot d'empoisonnement et fraude. » Marc fut menotté sans résistance, son arrogance envolée. Il sortit en marmonnant des menaces inintelligibles contre Maître Vianney. Sophie, les menottes serrées à son tour, passa devant moi, les yeux remplis de la haine pure d'une femme dont l'avidité avait causé la perte. Je ne sciais pas. Maître Vianney annula formellement les documents d'incapacité et de procuration, carlant la victoire légale. La maison était sauvée. Mais le plus important, c'était ma vie. Le procès de Marc et Sophie fit les gros titres dans la presse locale lyonnaise. Ils furent jugés rapidement, les preuves de l'enregistrement et l'analyse du contenu salé des repas étant accablantes. Marc fut condamné à 12 ans de réclusion ferme pour tentative d'homicide qualifié et escroquerie. Sophie, pour son rôle actif dans l'empoisonnement, fut condamnée à 8 ans de prison. Le verdict entraîna des conséquences totales. Marc perdit toute sa réputation professionnelle. Sophie, qui avait une formation d'aide-soignante et une ambition de diététicienne, fut définitivement radiée de tout organisme, son casier judiciaire lui interdisant à jamais de travailler dans le domaine de la santé. Ils furent contraints de me verser, solidairement, une indemnité de 700 000 € pour les dommages moraux, les frais médicaux et les frais de justice. La famille coupa les ponts. Les rares amis qu'ils avaient se détournèrent hors d'eux, horrifiés par le complot ourdi contre une femme âgée et malade. Marc purge sa peine à la maison centrale de Saint-Quentin-Fallavier. Sophie, en détention provisoire à Corbas, reçoit un courrier par an de son avocat. Le silence s'était installé sur leur nom. 2 ans s'étaient écoulés. J'avais 73 ans. Ma vie avait complètement changé. Je n'avais plus peur de monter les 16 marches de ma maison. Je les montais sans m'arrêter, parfois en sautillant. J'avais perdu 12 kilos de rétention d'eau et de fatigue. Ma toux mousseuse avait totalement disparu, et ma nicturie n'était plus qu'un mauvais souvenir. Ma tension artérielle, qui avait grimpé jusqu'à 170 sur 100, s'était stabilisée à 118 sur 75, sans aucun médicament. La discipline était ma nouvelle médecine. 30 minutes de marche chaque matin et la respiration 4-4-4-4 avant de dormir. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour lancer une petite initiative locale avec Madame Dubois. Nous l'avons appelée « Le fil de la vie », en référence à mon ancien métier de couturière. Notre mission était simple, partager la vérité que les médecins n'avaient pas eu le temps de me donner. Tous les jeudis,
Je recevais un groupe d'une dizaine de personnes âgées dans mon salon. Je leur racontais mon histoire, sans mélodrame. Je leur enseignais la technique de la respiration simple. « Ce n'est pas magique », disais-je aux participants, souvent des femmes dont les enfants abusaient de la gentillesse. « C'est la circulation. Le cœur se calme, le sang respire. Ma pression était de 172 sur 102. J'ai fait l'exercice pendant 2 minutes. J'ai mesuré après 154 sur 92. 18 points en moins, juste avec le souffle. Je leur enseignais ensuite à démasquer le sel caché dans les plats préparés et les bouillons. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent « c'est sans sel » s'ils mettent par des épices fortes ou du sucre. L'excès de sodium était le poison silencieux. Mon corps se battait pour survivre. Il ne s'épuisait pas tout seul. J'insistais. En 2 ans, j'ai aidé plus de 200 personnes à comprendre les signes d'insuffisance cardiaque causés par l'alimentation et à récupérer leur autonomie. J'avais trouvé un sens inattendu à ma survie. Madame Dubois, ma meilleure amie et infirmière de guerre, venait me voir tous les jours. Elle s'occupait de l'administration du fil de la vie, et ensemble, nous planifions nos interventions dans les centres communautaires. Je m'assois souvent dans mon jardin, sous les poutres en bois qui étaient si convoitées par Marc et Sophie. Je contemple le lilas que j'ai planté. La maison, qui avait été le théâtre de ma presque mort, était désormais le centre de ma nouvelle vie. Je pense à la jeune femme que j'étais, celle qui cousait l'amour dans les robes des autres. Mon cœur, il ne bat plus comme un tambour qui tape trop fort. Il bat doucement, régulièrement. Marc et Sophie voulaient que je meure pour 400 000 €. J'ai utilisé la trahison pour retrouver ma santé et mon indépendance. La vengeance la plus complète n'est pas celle qui enferme les autres, mais celle qui nous libère. Et la liberté, je l'ai trouvée dans une bassia d'eau claire, dans ma respiration contrôlée, et dans le courage de ne jamais me taire. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.